Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Toute cette semaine, nous nous sommes laissés transporter et envoûtés par l'œuvre du poète, nouvelliste et romancier Gilles Zerlini. Voici un dernier épisode où vous pourrez entendre l'auteur lire 2 extraits de Guyane, son dernier roman paru en 2024. Enseignant, poète, nouvelliste et romancier, Gilles Zerlini est un auteur bastiais, imprégné de sa jeunesse à Toulon. Son œuvre est disponible aux éditions Maurice Nadeau. Vous pouvez consulter en ligne son site officiel gilleszerlini.com. Marie portait bien entendu les traits d'une femme mûre. Bien que coquette, elle n'essayait pas de les gommer par quelque artifice de produits cosmétiques. Poudre de riz, pommade, rouge à lèvres, maquillage et chapeau à voilette. Seul le parfum constituait pour elle une concession à ce qu'elle appelait les mascarades bourgeoises, la mise en vitrine, le tapin. Elle faisait d'ailleurs venir à grands frais des flacons de chez le parfumeur Pivert de Paris. Son préféré était Fleur qui meurt. Elle riait volontiers de ce nom-là, car, disait-elle, plus jeune je portais à la reine des fleurs. Aujourd'hui, elle avait en permanence un chignon serré au sommet de son visage d'amande, tendu au mieux, qui lui faisait comme un casque, hérité de ses années à l'école normale, à Draguignan. Ça lui conférait un air de rudesse et de fragilité mêlée. Dès nos premières rencontres, elle n'a jamais rien caché de son âge. Marie avait à peu près le même âge que moi, quelques années de plus, je crois. Nous étions des enfants du demi-siècle. Marie était institutrice en France. Elle est venue de sa Provence natale à Paris, puis s'est mariée en 1870 à un compatriote, Napoléon La Cecilia. Un gars courageux qui s'est battu aux côtés de Garibaldi en Italie, puis est venu défendre Paris contre les Prussiens et les Versaillais. C'est un homme connu. Quelques bannières anarchistes l'évoquent encore quelquefois comme un héros. Ils ont eu une fille morte en couche à 2 mois et un garçon nommé Vindex qui vit aujourd'hui en Angleterre. Elle parle quelquefois de cette époque. Moi, je n'y comprends pas grand-chose à tout ça. J'ai juste le souvenir de la mobilisation pour la guerre de 70. Quelques amis, quelques parents y sont partis. D'aucuns y sont restés, enterrés ou perdus là-bas au loin, dans cette terre de France. Marie tient une boutique un peu à l'écart de la ville, proche de la forêt, un bazar où l'on trouve à peu près tout ce que l'on peut acheter en Guyane, de la casserole à la poudre à fusil, du pétrole lampant, papier à lettres, crayon, savon de Marseille, essence, peinture. Je la connais de vue depuis longtemps, pratiquement depuis que je suis arrivé sur cette terre maudite. Elle m'a toujours plu. Autrefois, elle vivait avec un mercanti, un homme idiot, sans scrupules, sans origine, qui essayait de fourguer du ciment médiocre aux maçons locaux. Il est mort on ne sait trop comment sur le fleuve. Jamais on ne retrouva son corps. Ça lui va bien, bon débarras. Après ma libération, je trafiquais un peu avec elle, je lui vendais des peaux de bêtes, carapaces de tortues, cuir de caïman, plumes d'oiseaux rares pour la plumasserie parisienne, papillons, toucans, singes et perroquets vivants. Les années de pénitence et les chantiers forestiers m'avaient permis de lier langue avec les Indiens et des trappeurs, anciens bagnards. Je faisais l'intermédiaire, je trafiquais tout cela contre du tabac, de la poudre, du rhum ou quelques piécettes. Je venais chaque jour au bazar, souvent sous des prétextes fallacieux. J'achetais quelques clous, un morceau de ficelle, un bouton.
souvent une chose dérisoire me permettant de la voir ne serait-ce qu'un instant. Je lui volais un éclair de regard à la caisse, lui disais quelques mots, regardais ses mains et devinais quelque peu son corps de femme mûre à travers ses tissus tendus d'une chair généreuse. Elle portait un parfum capiteux et j'en respirais au plus profond la fragrance en essayant de conserver le plus longtemps. De temps en temps, je l'aidais à déplacer une lourde caisse ou un baril, particulièrement les jours où arrivait du matériel par les navires venant de France. Un soir, alors que la nuit venait à peine de tomber, nous rangions encore les étagères. Elle me proposa d'une manière un peu cavalière, plutôt que de rentrer dans la nuit chez vous et de vous casser un membre, vous feriez mieux de dormir ici. Je passai donc une première nuit dans la boutique du rez-de-chaussée, couché sur des sacs de café étalés au sol. Je passai donc une première nuit dans la boutique du rez-de-chaussée, couché sur des sacs de café étalés au sol, entouré d'animaux empaillés au plafond et par d'autres vivants, enfermés dans leurs cages, tous yeux écarquillés, silencieux, très inquiets de ma présence. En travers du plafond de la salle balançait une guirlande de crânes de singes séchés, et sous le comptoir se cachaient des réductions de têtes d'hommes vendues à prix d'or sous le manteau. Ça sentait le pétrole, le cuir, le grain et la crotte. Je ne dormis pas de la nuit. S'il y a bien quelque chose qui me faisait sourire dans ce qui se vendait ici, outre les singes et les perroquets, c'était bien le casque colonial. Ce casque, probablement inspiré par un œuf au plat, était doublé de feuilles de liège. Chaque fois, je ne pouvais m'empêcher de penser, dire qu'il y a peut-être un morceau de monnaie corse là-dedans, sur la tête de ce crétin qui pérore. Ceux qui s'en coiffaient se croyaient porteurs d'un statut différent, bien entendu supérieur. Autre chose que les chapeaux tressés des bagnards, des chapeaux pointus des anamites, ou que ceux qui allaient nu-tête. Ces pauvres types, ils étaient petits fonctionnaires, petits commerçants, militaires sans bataille, simplés de village placés par un maire, pistonnés. Français médiocres, coloniaux, qui une fois débarqués ici, se prenaient pour des princes. Le gouverneur du bagne est un roitelet d'une nation qui n'existe pas sur le papier, mais qui est bien une réalité. Nous sommes ici si loin de la France. C'est un autre monde. Même la mort n'est pas identique. La colonisation est une conte d'abondance pour les petits malins. Les petits chefs se retrouvent à la tête d'un royaume d'êtres inférieurs, indigènes, forçats et relégués. La belle vie. Cela, même que les Apaches parisiens auraient qualifié de cave et de pull à sueur. Ceux-là même qui auraient tremblé de tous leurs membres et donné tout ce qu'ils possédaient juste en croisant un de ces sauvages dans la forêt ou de ces malotrus sur un trottoir. Un paradoxe en forme de revanche pour ce peuple d'éternels vaincus. Car ici, il y avait justement beaucoup de ces voyous-là qui autrefois les avaient terrifiés. Quelle avanie que la colonisation, que la domination. Nous avons été bien heureux de voguer cette semaine dans l'univers littéraire de Gilles Zerlini, toujours empreint d'humanité et de lucidité. Tous ces livres sont disponibles aux éditions Maurice Nadeau. Dans 15 jours, nous vous proposerons une nouvelle série du podcast de Kimamori, toujours autour d'un auteur, d'un traducteur ou d'une thématique. Chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions
très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.